Mon beau-père m'a laissé un cadeau. Ni de l'argent, ni une maison, ni une voiture. Il m'a laissé son entreprise, avec 65% des actions. La majorité absolue. Sa fille, ma femme, n'en savait absolument rien. Il y a 4 jours, elle m'a jeté à la rue, comme un chien. Devant la sécurité, et devant l'homme avec qui elle couchait secrètement depuis 1 an. Elle s'attendait à ce que je rampe à ses genoux. Je lui ai juste dit, on se voit lundi. Elle n'a pas compris sur le moment. Mais elle ne va pas tarder à comprendre. Mon beau-père était un homme brillant, qui avait bâti son empire de zéro, et qui ne faisait jamais rien par hasard. Une semaine avant sa mort, il m'a regardé droit dans les yeux, et il a prononcé des mots que je n'avais pas saisis à l'époque, ma fille va commettre une grave erreur, Marc. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand cela arrivera, surtout, ne ressens aucune pitié pour elle. Je me souviens d'avoir hoché la tête, sans vraiment comprendre de quoi il parlait. Nous étions assis dans son bureau, nous buvions un verre de cognac, et j'ai cru que c'était simplement les paroles d'un vieil homme sentant la fin approcher. J'avais tort. Richard Laurent ne parlait jamais pour ne rien dire. 4 jours après ses funérailles, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Elle était assise dans son fauteuil, dans ce même bureau où nous avions bu ce verre. Elle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois, et elle prononçait des mots qui effaçaient notre mariage, nos 7 années passées ensemble, tout ce que j'avais construit. Derrière elle, un homme se tenait debout, souriant discrètement. Cet homme, c'était la raison pour laquelle elle faisait tout cela. Elle attendait que je craque. Elle voulait que je crie, que je la supplie, que je la menace. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume, et je me suis dirigé vers la sortie. Arrivé à la porte, je me suis retourné et j'ai dit, on se voit lundi, Vicky. Elle n'a pas compris. Je l'ai lu dans ses yeux, à la façon dont ses lèvres ont tremblé. Mais son père, lui, aurait compris. C'est exactement pour cela qu'il m'avait choisi. L'enterrement de Richard Laurent a eu lieu un mardi, lors de la journée la plus chaude du mois d'août, quand le soleil brûlait l'herbe du cimetière et que l'air tremblait au-dessus des pierres tombales surchauffées. Je me tenais parmi des personnes en costume sombre, sentant la sueur couler dans mon dos sous ma chemise, et je regardais la femme que j'aimais depuis 7 ans. Victoria pleurait près du cercueil de son père, ses épaules secouées par les sanglots. J'ai voulu m'approcher d'elle, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que j'étais là, et que nous surmonterions cette épreuve ensemble. J'ai fait un pas en avant, et j'ai tendu la main pour toucher son épaule. C'est à ce moment précis que s'est produit l'impensable. Elle a reculé, évitant mon contact, sans dire un mot, sans même me regarder. Elle s'est simplement écartée, me faisant comprendre que ma présence lui était insupportable. Comme si j'étais un parfait étranger, venu par hasard à l'enterrement de son père, et non le mari qui avait partagé sa vie pendant cette longue année. Je suis resté figé, le bras tendu, sentant un froid glacial m'envahir la poitrine. C'était une sensation étrange, comme si le sol se dérobait sous mes pas, comme si tout ce que je croyais solide et fiable se transformait soudain en sable mouvant. Autour de nous, il y avait du monde, les partenaires de Richard, de vieux amis, des membres éloignés de la famille que je voyais pour la première fois. Mais personne n'a prêté attention à cette petite scène, jouée au bord de cette tombe fraîchement creusée. Personne, à l'exception d'un seul homme. Cédric Morel se tenait légèrement à l'écart de la foule en deuil, portant un costume noir d'une coupe irréprochable qui valait certainement plus que mon salaire mensuel. Il avait 42 ans, des cheveux soigneusement coiffés présentant un léger grisonnement élégant sur les tempes, et le sourire d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Il avait travaillé avec Richard pendant 15 ans. Il était son bras droit, son homme de confiance, la personne qui connaissait les affaires de l'entreprise presque aussi bien que le fondateur lui-même. Il m'a regardé, et dans son regard, j'ai perçu quelque chose qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Ce n'était pas de la compassion, ce sentiment que les gens expriment généralement lors des funérailles. Ce n'était même pas une indifférence polie. C'était une sorte d'anticipation joyeuse, comme un chat fixant une souris en sachant qu'elle ne peut pas s'échapper, comme un homme détenant un secret, et se délectant de l'ignorance des autres. Après la cérémonie, lorsque le cercueil fut descendu en terre et que le prêtre eut prononcé la dernière prière, je me suis dirigé vers ma voiture, m'attendant à ce que Victoria vienne avec moi. Nous étions arrivés au cimetière ensemble, en tant que mari et femme, et il me semblait naturel de repartir ensemble. J'ai même ouvert la portière passager pour elle, puis je me suis retourné pour l'appeler.
Mais elle est passée devant moi, sans même ralentir le pas, sans même tourner la tête dans ma direction, et elle s'est dirigée vers une Mercedes noire garée à l'autre bout du parking. La Mercedes de Cédric Morel. J'ai vu comment il lui a ouvert la porte, avec une galanterie qui semblait avoir été longuement répétée. J'ai vu sa main se poser sur son épaule lorsqu'elle s'installait dans la voiture, et j'ai vu ses doigts s'attarder sur son dos un peu plus longtemps que la bienséance ne l'exigeait. Ce n'était pas un geste de réconfort, le genre de geste qu'un homme s'autorise envers une femme venant de perdre son père. C'était un geste de possession, l'attitude d'un homme touchant une femme qui lui appartient, voulant que tout le monde autour de lui le remarque. La voiture s'est éloignée, soulevant un nuage de poussière sur la route asséchée. Je suis resté planté sur ce parking de cimetière, sous le soleil écrasant de ce mois d'août. La chaleur de l'asphalte traversait les semelles de mes chaussures, ma chemise collait à mon dos, mais je ne pouvais pas bouger, mes yeux fixés sur la Mercedes noire jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout du virage. À cet instant précis, je ne savais encore rien avec certitude. Je n'avais aucune preuve matérielle. Je ne les avais pas surpris au lit, je n'avais pas lu leur message, je n'avais entendu aucun aveu. Mais j'ai ressenti ce que chaque homme ressent lorsque la femme qu'il aime appartient à un autre. C'est comme une odeur, indéfinissable avec des mots, mais impossible à ignorer. Quelque chose change radicalement, dans sa façon de bouger, de vous regarder, de respirer à vos côtés. L'attention qui vous était autrefois dédiée est désormais tournée vers une autre direction, comme si un interrupteur invisible avait été basculé en elle. Je suis monté dans ma Peugeot, j'ai démarré le moteur, et je suis resté longuement assis, fixant la route vide devant moi. La climatisation soufflait de l'air glacé sur mon visage, mais je ne ressentais aucune fraîcheur. J'avais 38 ans, j'étais marié depuis 7 ans, et j'aimais cette femme plus intensément que je n'avais jamais aimé personne au monde. Et je venais juste de comprendre que je l'avais perdue. Peut-être l'avais-je perdue depuis très longtemps, bien avant cette étouffante journée d'août. Les 4 jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Un état de somnambulisme étrange où l'on est éveillé, où l'on marche, où l'on parle et gère les affaires du quotidien, mais où tout semble arriver à quelqu'un d'autre que l'on observe de l'extérieur. Victoria n'était presque jamais à la maison. Elle prétextait des affaires urgentes au bureau, des réunions interminables avec les avocats et les comptables, des piles de documents à signer après le décès de son père, et des appels téléphoniques impossibles à reporter. Elle partait tôt le matin, alors que je dormais encore, et rentrait tard le soir, quand j'étais déjà couché, faisant semblant de dormir. Nous ne parlions presque plus, et lorsque nous le faisions, sa voix était distante et glaciale, comme si elle s'adressait à un inconnu dans une file d'attente. Elle ne m'embrassait plus avant de partir, ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Elle ne s'asseyait plus à côté de moi sur le canapé pour regarder un film, comme nous le faisions si souvent durant les premières années de notre mariage. Je ne cherchais pas la dispute, je ne posais aucune question, je n'essayais pas de la retenir ou de comprendre ce qui se passait. J'attendais, tout simplement, sans même savoir ce que j'attendais au juste. Peut-être des explications capables de remettre les choses à leur place, peut-être des excuses pour son comportement odieux lors des funérailles, ou peut-être un simple signe m'indiquant que ces 7 années passées ensemble avaient encore une valeur à ses yeux. Ce signe est arrivé le samedi matin, mais ce ne fut pas du tout celui que j'espérais. Elle m'a appelé à 9 heures précises. J'étais assis dans la cuisine, buvant un café devenu froid, regardant par la fenêtre la rue inondée de soleil. Sa voix était dure, purement professionnelle, et totalement étrangère. C'était le ton qu'elle utilisait avec les sous-traitants qui ne respectaient pas les délais, ou avec les fournisseurs qui gonflaient leurs prix. En 7 ans de mariage, jamais elle ne m'avait parlé de cette manière. « Viens au bureau », a-t-elle ordonné, sans un bonjour, et sans la moindre explication. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Je suis arrivé une demi-heure plus tard. J'ai garé ma voiture dans le parking souterrain, et je suis monté au 8e étage, là où se trouvait le bureau de Richard, ou plutôt, l'ancien bureau de Richard. Martine, la secrétaire qui travaillait ici depuis 15 ans et qui me connaissait depuis mon tout premier jour dans la société, m'a lancé un regard étrange, un mélange indéfinissable de pitié et de gêne, puis elle m'a désigné la porte du bureau en silence. En entrant, la première chose que j'ai vue, ce fut Victoria. Elle était assise à la place de son père, dans cet immense fauteuil en cuir à haut dossier où il avait passé des milliers d'heures, prenant des décisions qui avaient fait grandir son entreprise encore et encore. Elle avait une allure différente. Elle portait un tailleur strict que je ne lui avais jamais vu auparavant,
ses cheveux étaient tirés en un chignon serré sur la nuque, et son maquillage la faisait paraître plus âgée et beaucoup plus dure. Elle me regardait exactement comme si j'étais un simple employé convoqué par la direction pour recevoir un blâme. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était Cédric Morel. Il se tenait debout derrière elle, légèrement sur la droite du fauteuil, ressemblant à un garde du corps fidèle, ou plutôt à un homme désireux de prouver à tout le monde à qui appartenait désormais cette femme. Il arborait le même sourire que lors de l'enterrement, le sourire insupportable de celui qui détient un secret, et qui en tire une immense satisfaction. « Assieds-toi » m'a dit Victoria, en pointant du doigt une chaise de l'autre côté de son bureau, ce même bureau où son père avait signé des contrats de plusieurs millions d'euros. Pas de « je t'en prie, assieds-toi », pas de « nous devons parler, mon chéri ». Juste l'assieds-toi, sur le même ton que l'on utilise pour ordonner à un chien d'obéir. Je me suis assis, non pas pour me soumettre à son ordre, mais parce que je voulais observer son visage lorsqu'elle prononcerait ces mots qui, je le savais déjà, allaient absolument tout changer. Je voulais plonger mon regard dans le sien, pour voir s'il restait ne serait-ce qu'une once de la femme que j'avais profondément aimée. L'entreprise traverse une période difficile, a-t-elle commencé d'une voix artificielle, manifestement répétée devant un miroir ou préparée avec l'aide de Cédric. Suite au décès de mon père, il est indispensable de procéder à une restructuration majeure, d'optimiser l'ensemble des processus, et d'éliminer les maillons inefficaces de notre organigramme. Je suis resté silencieux, la regardant droit dans les yeux, sans ciller. Elle n'a pas supporté mon regard, a baissé les yeux vers des documents posés devant elle, et a continué en lisant un texte que Cédric avait sûrement rédigé pour elle. Ton poste ne correspond plus à la nouvelle stratégie de développement de notre société. Nous avons pris la décision de dissoudre complètement ton département, et d'externaliser l'intégralité de tes fonctions. Ce n'est rien de personnel, ce sont juste les affaires, tu comprends bien. J'ai senti que Cédric, derrière elle, souriait de plus belle. Je ne pouvais pas le voir, car je ne quittais pas des yeux le visage de Victoria, mais je percevais son triomphe aussi clairement que je sentais les battements de mon propre cœur. Par ailleurs, a poursuivi Victoria, et cette fois, une pointe de plaisir malsain a percé dans sa voix, semblable à celle d'un enfant cruel torturant un animal sans défense. Il existe un conflit d'intérêts évident. Tu es mon mari, et je suis désormais la directrice générale de cette entreprise. Ce n'est pas éthique, et cela pourrait soulever des interrogations gênantes auprès de nos partenaires et de nos investisseurs. Pendant 7 ans, j'avais bâti cette entreprise côte à côte avec son père, y investissant toute mon énergie, mon temps, et ma vie entière. Pendant 7 ans, j'avais travaillé 16 heures par jour, sacrifiant mes week-ends et mes jours fériés, pendant qu'elle dépensait l'argent que je gagnais dans des robes de créateurs et des luxueuses vacances à travers l'Europe. Pendant 7 ans, j'avais été le bras droit de Richard Laurent, son homme de confiance, celui sur lequel il comptait dans les pires crises, celui en qui il avait plus confiance qu'en sa propre fille. Et aujourd'hui, à peine 4 jours après sa mort, elle me jetait dehors comme un déchet, comme un mouchoir usagé, comme un objet devenu inutile et encombrant. La sécurité va t'accompagner jusqu'à la sortie, a déclaré Victoria, en s'adossant confortablement dans le fauteuil de son père. Tes affaires personnelles seront emballées, et on te les fera livrer à domicile d'ici la fin de la semaine. Elle attendait ma réaction. Je le voyais à la tension de ses épaules sous sa veste, à la façon dont elle s'était légèrement penchée en avant, comme pour anticiper un choc. Elle s'attendait à des cris, à des insultes, peut-être même à des larmes. Elle voulait me voir m'effondrer là, au beau milieu du bureau de son père, sous les yeux de l'homme qu'elle avait choisi pour me remplacer. Elle voulait savourer ce spectacle pitoyable, l'imprimer dans sa mémoire, pour pouvoir s'en moquer plus tard, couché dans le lit de Cédric. Je me suis levé de ma chaise très lentement. Sans précipitation, sans nervosité, avec la dignité d'un homme qui maîtrise parfaitement ses émotions et la situation. J'ai boutonné ma veste de costume, j'ai réajusté ma cravate bien qu'elle fût déjà parfaitement nouée, et j'ai tiré sur les poignets de ma chemise. C'est tout, ai-je demandé d'une voix d'un calme absolu, le genre de voix que l'on utilise pour parler de la pluie et du beau temps, ou pour demander l'addition au restaurant. Victoria a semblé déstabilisée, et l'espace d'une seconde, une lueur d'incompréhension, presque de la peur, a traversé son regard. Ce n'était pas la réaction de l'homme qu'elle côtoyait depuis 7 ans, pas celle du mari docile qui lui préparait des petits déjeuners le week-end, et qui faisait toujours le premier pas après une dispute. Ce n'était pas le mari qui pardonnait ses caprices et fermait les yeux sur ses défauts par amour pour elle. Oui, a-t-elle bafouillé,
perdant le fil de son discours bien préparé. Oui, c'est tout. La sécurité t'attend derrière la porte. Je me suis retourné, et je me suis dirigé vers la sortie en sentant son regard perplexe peser sur mon dos. Une fois arrivé à la porte, la main posée sur la poignée, je me suis retourné pour la regarder droit dans les yeux. On se voit lundi, Vicky. Elle a sursauté, comme si je venais de la gifler. Je savais pertinemment qu'elle détestait ce surnom, qu'elle le haïssait depuis son enfance à l'époque où ses camarades de classe s'en servaient pour se moquer d'elle. Je le savais depuis le premier jour de notre rencontre, et en 7 ans de mariage, je ne l'avais jamais appelée ainsi par amour, pour ne pas la blesser. Mais à présent, je n'en avais plus rien à faire. Je suis sorti du bureau, passant devant les 2 agents de sécurité en costume sombre, qui m'ont dévisagé avec une compassion malaisée. Je suis passé devant Martine, la secrétaire, qui a détourné les yeux pour éviter de croiser mon regard. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au parking souterrain, et je suis monté dans ma voiture. Ce n'est qu'à cet instant, une fois les portières verrouillées et à l'abri des regards, que je me suis autorisé à serrer le volant, si fort que les jointures de mes doigts sont devenues blanches. Le soir même, j'étais assis dans un bar en périphérie de Lyon, un endroit qui ne correspondait en rien à mon statut ni à mon mode de vie habituel. C'était un bar miteux, avec un billard poussiéreux dans un coin, imprégné d'une vieille odeur de tabac froid, incrusté dans les boiseries depuis des années. On y servait de la bière bon marché dans des chopes embuées, et des alcools forts de qualité discutable. C'était le repère des ouvriers après leur service, et des hommes solitaires qui n'avaient nulle part où aller. Mais Georges, le barman, connaissait mon prénom, et me servait un excellent bourbon tiré d'une bouteille qu'il gardait sous le comptoir spécialement pour moi. Je venais ici depuis 3 ans, à chaque fois que j'éprouvais le besoin d'être seul. Ici, personne ne savait que j'étais le mari de Victoria Laurent, ni que j'étais le gendre de l'illustre Richard Laurent. Dans ce lieu, je n'avais pas besoin de répondre aux attentes des autres, j'étais juste Marc, un homme avec un verre de bourbon et des pensées lourdes. Assis au comptoir, je fixais le liquide ambré dans mon verre, songeant à la vitesse à laquelle une vie peut basculer. Une semaine plus tôt, j'avais absolument tout, un travail qui me passionnait, une femme que j'adorais, et un avenir qui semblait tracé et lumineux. À présent, je n'avais plus rien, si ce n'est ce verre de bourbon et le souvenir glacial de son recul au cimetière. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste, et un numéro inconnu s'est affiché sur l'écran. Mon premier réflexe a été de rejeter l'appel, car je n'avais ni l'énergie ni l'envie de parler à qui que ce soit, mais une intuition étrange m'a poussé à décrocher. Monsieur, a demandé une voix d'homme au bout du fil, une voix calme, formelle, avec un léger accent asiatique. Je m'appelle Maître François Chêne, je suis avocat. Monsieur Richard Laurent, votre beau-père, a laissé une enveloppe contenant des documents à votre attention. Il m'a personnellement chargé de vous remettre cette enveloppe en main propre après son décès. C'est une affaire assez urgente. J'ai bu une gorgée de bourbon, observant mon reflet dans le miroir poussiéreux derrière le bar. Un homme fatigué de 38 ans me dévisageait, avec des yeux rougis et une barbe de 3 jours, un homme que l'on venait d'éjecter de sa propre existence comme un vulgaire déchet. Je suis au courant, ai-je répondu d'une voix dont le calme m'a moi-même surpris. J'attendais votre appel. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil, et j'ai entendu l'avocat retenir son souffle, visiblement surpris. Vous connaissiez l'existence de cette enveloppe? Sa voix avait changé, on y décelait une pointe de respect, ou peut-être de la curiosité. Richard Laurent ne faisait jamais rien par hasard, ai-je répondu, me remémorant notre ultime conversation dans son bureau, l'odeur du cognac hors d'âge, et les mots qu'il m'avait adressés en me regardant droit dans les yeux. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Demain matin, si cela vous convient. À 9 heures. Mon cabinet est situé rue de la République. Je vous enverrai l'adresse exacte par message. J'ai vidé mon verre d'un trait, sentant le feu liquide me brûler la gorge et descendre dans mon estomac, j'ai déposé un billet de 20 € sur le comptoir, et je suis sorti dans la rue. La soirée lyonnaise étouffait sous la chaleur accumulée au cours de cette longue journée d'août, et l'air était lourd, épais et humide, comme une serviette chaude appliquée sur le visage. Au loin, une musique résonnait, des rires s'échappaient des portes ouvertes des bars environnants, des gens flânaient dans les rues, des couples se tenaient la main, et des amis s'étreignaient avec chaleur. La vie continuait son cours, exactement comme si de rien n'était, comme si rien de dramatique ne s'était produit. Ma femme m'avait trahi avec un autre homme,
me trompant probablement depuis des mois pendant que je m'épuisais à travailler 16 heures par jour pour lui bâtir un avenir en or. Et ensuite, elle m'avait effacé de sa vie avec la même froideur que l'on met à se débarrasser d'un vieux meuble qui ne correspond plus à la décoration. Elle avait offert à un autre tout ce que nous avions partagé, sans même prendre la peine de se justifier ou de s'excuser. Elle croyait avoir gagné, elle devait être installée dans le fauteuil de son défunt père aux côtés de son amant, persuadée que les choses se déroulaient exactement selon ses plans. Mais elle ignorait ce que son père savait. Elle ignorait la confidence qu'il m'avait faite une semaine avant de mourir, elle ignorait l'existence de cette enveloppe qui m'attendait chez un avocat, et elle ignorait que Richard m'avait choisi des années auparavant, me préparant méticuleusement pour ce jour précis. J'ai sorti les clés de ma voiture de ma poche, levant les yeux vers les étoiles qui commençaient à percer le ciel assombri. Quelque part, à l'autre bout de la ville, Victoria célébrait sa victoire. Elle méritait bien cette soirée de triomphe, car ce serait sa toute dernière nuit de tranquillité. Lundi matin, la situation allait basculer du tout au tout, et elle comprendrait enfin la raison de mon sourire lorsqu'elle m'avait chassé de son bureau. Elle réaliserait ce qu'il en coûte de jouer contre l'homme choisi et formé par Richard Laurent en personne. Ce lundi allait être une journée particulièrement intéressante. Le cabinet de maître François Chêne se trouvait au dernier étage d'un immeuble haussmannien en plein cœur de Lyon, à 2 rues de la place Bellecour. C'était le genre d'endroit fréquenté par des gens possédant d'immenses fortunes et rencontrant de sérieux problèmes, le genre de lieu où se règlent des affaires qui n'apparaissent jamais dans les journaux. Je suis arrivé à 9h tapante, empruntant un ascenseur aux parois recouvertes de miroirs pour déboucher dans une salle d'attente qui fleurait bon le cuir véritable et l'argent ancien. La réceptionniste, une femme élégante d'une cinquantaine d'années vêtue d'un tailleur gris impeccable, m'a conduit vers le bureau sans poser la moindre question, comme si mon arrivée était attendue de longue date. Maître Chêne s'est avéré être un homme de petite taille d'origine asiatique, avec des tempes grisonnantes et un regard perçant brillant derrière des lunettes à fine monture dorée. Il devait avoir la soixantaine, mais il se mouvait avec le dynamisme d'un homme bien plus jeune, et sa poignée de main dégageait une force indéniable. Il travaillait pour la famille Laurent depuis plus de 30 ans, détenant tous leurs secrets, y compris ceux dont Victoria ignorait jusqu'à l'existence. « Prenez place, monsieur », m'a-t-il invité en désignant un fauteuil face à son imposant bureau en acajou, avant de s'asseoir à son tour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser une chose. Richard Laurent a été mon client, mais surtout mon ami pendant 3 décennies. Durant toutes ces années. Je ne l'ai vu hésiter qu'à 2 reprises, la première fois lorsqu'il se demandait s'il devait étendre son marché à l'international, et la seconde fois lorsqu'il a dû décider à qui confier son héritage. J'ai attendu la suite en silence, comprenant que l'avocat en venait au fait. Dans les 2 cas, il a pris la bonne décision, a poursuivi Maître Chêne en ouvrant un tiroir pour en extraire une épaisse enveloppe en papier craft. La première décision l'a rendu immensément riche, et la seconde décision vous a conduit dans ce bureau aujourd'hui. Il a posé l'enveloppe sur la table juste devant moi, et j'ai reconnu mon nom, tracé par l'écriture ample de Richard, cette même écriture avec laquelle il paraphait des contrats à plusieurs millions d'euros. Que contient-elle, ai-je demandé, bien que je devinasse déjà la réponse. Votre avenir, monsieur, et l'avenir de l'entreprise Laurent. J'ai passé l'heure suivante à éplucher les documents que Richard avait patiemment élaborés pour moi au cours des 6 dernières années. Tout avait commencé le jour de notre première véritable discussion en tête-à-tête, sans Victoria, sans aucun témoin, juste 2 hommes partageant un verre de cognac. C'était une soirée ordinaire, peu de temps après notre mariage, et Richard m'avait convié dans son bureau pour m'apprendre à mieux se connaître, selon ses propres mots. Je m'attendais à une conversation classique entre un beau-père et son nouveau gendre, un discours moralisateur sur les responsabilités et la nécessité de prendre soin de sa fille, mais je me trompais lourdement. Richard m'avait servi un verre, s'était assis face à moi, et m'avait longuement observé avec ses yeux vifs et perspicaces avant de prendre la parole. Ma fille est une femme ravissante, avait-il commencé, et il n'y avait aucune fierté paternelle dans le ton de sa voix, juste le constat froid et objectif d'une réalité. Elle est intelligente, elle a fait d'excellentes études, et elle sait parfaitement faire impression en société. Mais elle possède un défaut majeur, que je n'ai jamais réussi à corriger au fil des années, malgré tous mes efforts. J'attendais la suite, perplexe, ne saisissant pas où il voulait en venir. Elle choisit toujours les mauvaises personnes, avait poursuivi Richard en faisant tourner son verre entre ses doigts. Cela a toujours été ainsi depuis sa tendre enfance. Elle est irrémédiablement attirée par ceux qui la flattent, par ceux qui lui disent ce qu'elle a envie d'entendre.
Ce qu'il adulte sans rien exiger en retour. Elle est incapable de faire la distinction entre l'amour et la flatterie, entre la véritable loyauté et le profit calculé. Pourquoi me dites-vous cela, avais-je demandé. Parce que tu n'es pas comme eux, avait répondu Richard. Je t'ai observé pendant toute cette dernière année, depuis le jour où elle te l'a présenté. Tu n'essaies pas de lui plaire à tout prix, tu ne t'extasies pas sur chacune de ses paroles. Et tu ne la regardes pas comme si elle était une déesse intouchable. Tu la regardes comme un être humain, avec ses qualités indéniables, mais aussi avec ses défauts, tu la vois telle qu'elle est réellement. Il avait marqué une pause, prenant une gorgée de cognac. Et pourtant, tu l'aimes quand même, malgré la dure vérité. C'est une chose très rare, Marc. Extrêmement rare. Ce soir-là, Richard m'avait fait part de ses angoisses profondes, de ses craintes quant à l'avenir de son entreprise après sa mort si Victoria devait se retrouver seule aux commandes. Il aimait sa fille, c'était indéniable, mais il n'était pas aveugle face à ses lacunes. Il savait pertinemment qu'un jour ou l'autre elle commettrait une erreur fatale, qu'une personne mal intentionnée se glisserait à ses côtés pour exploiter ses faiblesses, risquant de faire s'effondrer en un clin d'œil tout ce qu'il avait mis 40 ans à bâtir. « Je veux que tu sois à ses côtés quand ce jour arrivera », m'avait-il demandé. Non pas pour la protéger des conséquences de ses actes, car elle doit apprendre à assumer la responsabilité de ses décisions, mais je te demande d'être là pour sauver l'entreprise. Mon héritage, l'œuvre de toute ma vie. À présent, 6 ans plus tard, je tenais entre mes mains des documents juridiques qui faisaient de moi le propriétaire de 65% des actions de la société Laurent. La majorité absolue, le pouvoir réel et total. Le montage financier était d'une perfection absolue, passant par un réseau complexe de sociétés écrans et de fonds fiduciaires, structuré de telle manière que même l'auditeur le plus pointilleux n'y trouverait aucune faille. Richard avait travaillé sur ce schéma pendant des années, consultant les meilleurs fiscalistes du pays et peaufinant la moindre petite clause. Victoria était convaincue d'avoir hérité de l'intégralité de la société paternelle, mais en réalité, elle n'avait obtenu que 35% des parts, une minorité de blocage insuffisante qui ne lui octroyait aucun droit de prendre des décisions stratégiques sans l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Sans mon accord. Elle n'est pas au courant, ai-je demandé à Maître Chêne, bien que la réponse fût évidente. Monsieur Laurent était d'une prudence extrême, a répondu l'avocat. Il ne voulait pas qu'elle l'apprenne de manière prématurée. Il espérait sincèrement que ces documents ne serviraient jamais à rien, que sa fille mûrirait, qu'elle changerait. Et qu'elle apprendrait enfin à prendre de sages décisions. Mais il était aussi profondément pragmatique, et il s'était préparé au scénario du pire, le scénario qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux. Exactement, ai-je murmuré. Exactement. Maître Chêne a tiré un autre document de l'enveloppe, une simple feuille de papier rédigée à l'encre de la main même de Richard. C'est une lettre qu'il a rédigée pour vous 3 jours avant son décès, a précisé l'avocat en me tendant la feuille. Il m'avait demandé de vous laisser la lire en privé, mais je pense qu'au vu des circonstances, cela n'a plus vraiment d'importance. J'ai pris la lettre, et j'ai commencé ma lecture. Marc, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus de ce monde, et cela signifie aussi que ce que je redoutais depuis tant d'années a fini par se produire. Ma fille a commis sa grande erreur, et c'est désormais à toi de gérer la situation. Je suis au courant pour Cédric, je sais pertinemment qu'elle couche avec lui depuis près d'1 an, car j'ai engagé des détectives pour les faire suivre. Je détiens des photographies, des enregistrements, tout ce qui pourrait s'avérer utile si la situation devait se régler devant un tribunal. Et l'ensemble de ces preuves se trouve dans un dossier que François te remettra avec cette lettre. Je n'ai pas interféré dans leur liaison, bien que j'en eusse largement les moyens, non pas par indifférence, mais parce que je tenais à lui accorder une dernière chance. La chance de reprendre ses esprits, de prendre conscience de sa faute, et de revenir vers toi avant qu'il ne soit trop tard. J'espérais secrètement que l'éducation que je lui avais inculquée finirait par prendre le dessus, et j'espérais que quelque part au fond d'elle-même, elle se souviendrait de mes principes. Mais elle n'a pas retrouvé la raison. Elle a fait le choix de rester avec lui, et il te revient maintenant d'accomplir ce que je n'ai pas eu la force de faire. Si je te confie les rênes de mon entreprise, ce n'est pas par manque d'amour pour ma fille. Je l'aime plus que tout, malgré ses défauts, avec cet amour inconditionnel que seul un père peut éprouver, mais aimer ne signifie pas être aveugle. Aimer, c'est voir une personne telle qu'elle est véritablement, avec ses parts d'ombre, et vouloir quand même le meilleur pour elle. Or, le meilleur pour Victoria aujourd'hui, c'est de tout perdre,
afin qu'elle apprenne à vivre sans l'argent de son père et sans son influence protectrice. Elle doit apprendre à assumer ses choix et à payer le prix de ses erreurs. Je n'ai pas su lui enseigner cela de mon vivant, mais l'école de la vie s'en chargera peut-être après ma mort. Tu sais exactement ce qu'il te reste à faire, Marc. J'ai une confiance absolue en toi, et c'est pour cette raison précise que je t'ai choisi. Au bas de la page figurait la signature de Richard et une date, inscrite 3 jours avant son dernier souffle. Assis dans le fauteuil en cuir face à Maître Chêne, je pensais à l'homme qui avait rédigé ces mots, un homme qui cernait sa fille bien mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Un père qui l'aimait d'un amour assez puissant pour ne pas fermer les yeux sur ses travers, et un homme qui avait anticipé sa trahison pendant des années tout en priant pour qu'elle ne se concrétise jamais. Richard Laurent était un redoutable homme d'affaires, impitoyable dans ses négociations et extrêmement exigeant, mais en lisant sa lettre, je découvrais une facette insoupçonnée de sa personnalité. Celle d'un père meurtri qui aurait sacrifié toute sa fortune pour que sa fille devienne une femme différente, et un père qui avait compris, avec amertume, qu'il est des choses que l'on ne peut changer, quelle que soit notre volonté. Il y a un autre dossier dans l'enveloppe, a ajouté l'avocat, brisant le silence. Celui dont il fait mention dans sa lettre, contenant les photos, les rapports, et toutes les preuves rassemblées par ses enquêteurs au cours de l'année écoulée. Je ne l'ai pas ouvert, car ce ne sont pas mes affaires, mais je pense que vous devriez y jeter un coup d'œil. Il m'a tendu un épais dossier en carton, et je m'en suis saisi en ressentant un poids symbolique bien plus lourd que son poids réel, car à l'intérieur de ce dossier se cachait la vérité sur mon mariage, une vérité que je soupçonnais mais que j'avais refusé de regarder en face. J'ai ouvert le dossier, découvrant des dizaines de clichés nets pris par un détective professionnel. Victoria et Cédric au restaurant, installés à une table isolée en pensant être à l'abri des regards, Victoria et Cédric devant l'entrée d'un grand hôtel, où il lui tenait la porte ouverte avec. Sa main glissée dans le creux de ses reins, Victoria et Cédric dans une voiture, la tête de ma femme reposant sur son épaule tandis que les lèvres de cet homme étaient enfouies dans ses cheveux. Sur l'une des images, elle éclatait de rire la tête rejetée en arrière, et lui, il la dévisageait avec ce sourire insupportable que je connaissais trop bien, le sourire d'un homme qui regarde une femme dont il est le propriétaire. C'est avec ce même regard que je l'avais contemplé des années auparavant, aux prémices de notre relation, et cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas ri de cette manière en ma présence. Il y avait également des relevés bancaires, des réservations de chambres luxueuses payées avec sa carte de crédit, des factures de dîner dans des restaurants étoilés, où nous n'avions jamais mis les pieds ensemble, et des tickets de caisse de boutiques de vêtements pour hommes dont les tailles ne correspondaient pas aux miennes. 11 mois. Pendant près d'1 an, elle m'avait soutenu le regard au petit déjeuner, elle m'avait embrassé avant de partir travailler, et elle s'était glissée dans mon lit le soir, tout en pensant à un autre homme. Elle avait planifié ses rendez-vous clandestins en comptant chaque minute qui la séparait de ses bras, étalant 11 mois de mensonges jour après jour, où chaque baiser partagé et chaque « je t'aime » prononcé n'était qu'une illusion. J'ai refermé sèchement le dossier, et je l'ai reposé sur le bureau. Monsieur, a repris Maître Chêne d'une voix empreinte de douceur et de compassion. Je conçois parfaitement que cela soit une épreuve terrible, et si vous avez besoin d'un peu de temps pour assimiler. Non, l'ai-je coupé net. Le temps, j'en ai largement assez. Expliquez-moi plutôt la procédure, et dites-moi quelles sont les démarches exactes pour prendre officiellement possession de ces actions. L'avocat a hoché la tête, et j'ai lu une franche approbation dans son regard. Il s'attendait sans doute à une explosion d'émotion, à des cris d'indignation, ou peut-être à des larmes, mais au lieu de cela, il se retrouvait face à un homme lucide, prêt à passer à l'action. C'était précisément ce profil d'homme que Richard Laurent avait recherché, un homme capable de ne pas laisser ses émotions obscurcir son jugement, déterminé à aller jusqu'au bout. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails techniques, l'avocat me décortiquant le montage financier, la chaîne de sociétés par lesquelles les actions transitaient, ainsi que l'ordre précis des démarches à effectuer pour faire valoir mes droits. L'ensemble était d'une précision diabolique, où chaque document était classé et chaque signature était authentifiée par un notaire. Il ne vous manque plus qu'une seule étape, a conclu l'avocat à la fin de notre entretien. Vous devez vous présenter à la prochaine réunion du conseil d'administration et mettre ces documents sur la table. La procédure légale prendra encore quelques jours pour être finalisée, mais dans les faits, vous deviendrez le propriétaire légitime de l'entreprise à l'instant même où vous poserez ces papiers devant eux. Lundi, ai-je décrété. Il y a une réunion extraordinaire du conseil d'administration ce lundi matin. Maître Chêne a esquissé un sourire,
un sourire qui ressemblait étrangement à celui de Richard. Parfait, je me chargerai personnellement de convoquer toutes les personnes concernées. 9 heures précises, cela vous convient-il? J'ai acquiescé d'un signe de tête, et je me suis levé pour rassembler les documents éparpillés sur le bureau, récupérant l'enveloppe contenant les titres de propriété. La lettre manuscrite de Richard, et le dossier de photographies accablantes, tout ce qu'il restait de mon mariage et de mon ancienne vie. Monsieur, m'a interpellé Maître Chêne alors que j'atteignais déjà la porte. Richard m'a très souvent parlé de vous au cours de ces dernières années. Il m'a confié que vous étiez la seule personne au monde en qui il avait autant confiance qu'en lui-même, et je suis convaincu qu'il serait très fier de ce que vous êtes en train d'accomplir. Je me suis retourné vers le vieil avocat. Je me contente de faire ce qu'il m'a demandé, ai-je répondu humblement. Rien de plus, rien de moins. Et c'est très exactement ce qu'il espérait, a conclu l'avocat. C'est la raison pour laquelle son choix s'est porté sur vous. J'ai quitté le cabinet, me retrouvant dans la rue inondée de lumière, sentant le poids lourd des documents dans ma mallette, mais en même temps, une étrange sensation de légèreté m'envahissait la poitrine. Les choses prenaient enfin leur sens, et toutes les pièces du puzzle qui me paraissaient si incohérentes depuis des années venaient de s'emboîter pour former une image d'une clarté absolue. Ma propre femme m'avait trahi, elle m'avait remplacé par un autre homme, et s'apprêtait à me jeter de sa vie comme un encombrant, se croyant la maîtresse absolue de la situation, persuadée que personne ne viendrait entraver sa route. Elle se trompait lourdement, car son propre père avait cerné sa vraie nature bien mieux qu'elle ne le ferait jamais, anticipant cette trahison bien avant qu'elle n'ait lieu. Il m'avait secrètement préparé pour ce moment, me confiant les armes nécessaires pour rétablir la justice. Lundi, à 9 heures du matin dans la salle du conseil d'administration, elle affronterait la vérité, découvrant que son père m'avait légué l'entreprise, et non à elle. Elle comprendrait que tous ses plans machiavéliques, et ses rêves de bonheur avec Cédric, avaient été bâtis sur des sables mouvants, et elle saisirait enfin la raison de mon sourire lorsqu'elle m'avait chassé de son bureau. Je me suis installé au volant de ma voiture, jetant un regard à la pile de documents posés sur le siège passager, où la lettre de Richard figurait au-dessus du tas, laissant deviner sa signature à travers la fine enveloppe. « Je ne te décevrai pas », ai-je prononcé à voix haute, m'adressant à l'homme qui n'était plus de ce monde. « Je ferai ce que tu as exigé de moi, et je ferai les choses dans les règles. » J'ai démarré le moteur, et je me suis inséré dans la circulation. Il me restait 2 jours avant ce fameux lundi, 2 jours pour m'organiser, 2 jours pour rassembler mes esprits, et 2 jours pour faire le deuil de l'homme que j'avais été, car après ce lundi, plus rien ne serait jamais comme avant. L'appartement que j'avais loué le samedi soir était exigu et bon marché, situé dans un quartier populaire où les voisins évitent de poser des questions indiscrètes, exactement ce dont j'avais besoin pour le moment. J'avais quitté notre domicile le jour même où Victoria m'avait licencié, n'emportant que le strict minimum, quelques costumes, des sous-vêtements, des affaires de toilette, et mon ordinateur portable. J'avais laissé sur place tout le reste, le fruit de cette année de vie commune, abandonné dans cette vaste maison que j'avais cru être la mienne, mais qui, en réalité, ne m'avait jamais véritablement appartenu. Le dimanche matin s'est ouvert sur un soleil éclatant, dont les rayons filtraient à travers les fenêtres dépourvues de rideaux pour venir frapper mon visage. Je me suis réveillé tôt, et je suis resté longuement allongé sur le matelas inconfortable de ce lit de location, fixant le plafond à la peinture écaillée en méditant sur l'ironie de l'existence. Une semaine plus tôt, je m'éveillais dans une chambre spacieuse avec vue sur un jardin parfaitement entretenu aux côtés de la femme que je chérissais, et à présent, je me retrouvais seul dans un appartement anonyme, bercé par le simple tic-tac d'une horloge murale bon marché. Je me suis levé, j'ai préparé du café avec la petite machine achetée la veille au supermarché, et je me suis installé à la table où s'étalaient les documents récupérés au cabinet de Maître Chêne. Le dossier de photographie, la lettre manuscrite de Richard, et les précieux certificats d'action formaient les pièces à conviction d'un procès dont j'étais à la fois le juge et le juré, et pour lequel je devais prononcer la sentence finale. J'ai rouvert le dossier de photos et j'ai recommencé à les examiner, sans précipitation cette fois, en scrutant minutieusement chaque détail. Victoria, portant cette légère robe d'été que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire, assise face à Cédric dans un restaurant, riant aux éclats à l'une de ses plaisanteries. Victoria sortant d'un luxueux hôtel dans un tailleur élégant, tandis que Cédric lui tenait la porte, sa main s'attardant sur sa taille un peu trop longtemps. Victoria dans la voiture de son amant, sa tête renversée contre l'appui-tête, fermant les yeux pendant qu'il déposait un baiser dans son cou. 11 mois. Pendant près d'une année entière,
elle avait mené cette double vie et je n'avais rien remarqué, ou peut-être n'avais-je rien voulu voir, ce qui revient sans doute au même. J'étais accaparé par mon travail, m'épuisant à bâtir notre avenir, persuadé de bien faire, tandis qu'elle construisait un tout autre avenir où je n'avais pas ma place. J'ai repoussé les photos, et je me suis saisi de l'un des relevés joints au dossier, indiquant la réservation d'une chambre d'hôtel pour 2 personnes, réglée avec sa propre carte bancaire, 3 mois avant le décès de Richard. Je me rappelais parfaitement cette soirée-là, elle m'avait assuré qu'elle dînait avec d'anciennes amies de l'université, et je l'avais crue sur parole sans l'ombre d'une hésitation. Car je l'aimais profondément et je lui accordais cette confiance aveugle que l'on réserve à la personne qui partage notre vie depuis des années. Quel imbécile j'avais été. Vers midi, mon téléphone a vibré, et un message de Victoria est apparu sur l'écran. J'ai fixé son nom pendant quelques secondes avant d'ouvrir la notification, me préparant à tout, à des insultes, à des menaces de poursuite, ou à l'exigence brutale de lui rendre les clés de la maison. Mais à ma grande stupeur, c'était une invitation. Ce soir, nous organisons une petite réception à la maison de papa, pour célébrer le nouveau départ de l'entreprise et une nouvelle étape dans nos vies. Tu peux passer si tu le souhaites, je pense que cela te fera le plus grand bien de voir comment nous avançons sans toi. J'ai relu ce message à 3 reprises pour être certain d'en saisir la portée, comprenant qu'elle m'invitait ouvertement à une fête, une convocation orchestrée dans le but évident de m'humilier publiquement. Elle voulait me prouver, à moi et au monde entier, qu'elle était la grande gagnante et que j'étais le grand perdant, étalant devant moi ce nouveau chapitre de sa vie dont j'étais l'exclu. C'était d'une cruauté tellement enfantine, d'une méchanceté si mesquine, que je n'ai même pas réussi à me mettre en colère. Je suis resté assis, fixant l'écran de mon téléphone, essayant désespérément de comprendre à quel moment la femme que j'aimais s'était métamorphosée en un monstre capable d'une telle abjection. Peut-être avait-elle toujours été ainsi, et mon aveuglement amoureux m'avait empêché de m'en rendre compte, ou peut-être que Richard avait vu juste lorsqu'il affirmait que sa fille était incapable de faire les bons choix, et qu'elle confondait l'amour avec la flatterie. J'ai rédigé une réponse simple et laconique, je serai là. Qu'elle se croit victorieuse, qu'elle se délecte de son triomphe factice ne serait-ce que pour une soirée de plus, car demain matin, les cartes seraient redistribuées et le château de cartes s'effondrerait. Demain, j'observerai attentivement son visage, et je verrai son arrogance se muer en totale incompréhension, puis en véritable panique. Mais pour l'heure, pour cette soirée, je jouerai son jeu, je me rendrai à sa fête et j'afficherai un sourire poli, je resterai courtois et impassible, observant en silence comment elle célèbre une victoire qui n'existe pas. La réception devait débuter à 19h, mais je suis arrivé à l'imposante demeure de Richard vers 20h, laissant aux invités le temps de s'installer et de boire suffisamment de champagne pour se détendre. L'immense propriété brillait de mille feux, un orchestre jouait en direct dans les vastes jardins, et des serveurs impeccables dans leurs chemises blanches louvoyaient parmi les convives en portant des plateaux d'argent chargés de hors-d'œuvre et de coupes cristallines. J'ai garé ma modeste Peugeot au milieu d'un alignement de Mercedes et de Lexus étincelantes, je suis sorti du véhicule, et je me suis figé quelques instants pour contempler cette maison, le théâtre de tant de soirées au cours de ces 7 dernières années. C'est ici que Victoria et moi célébrions nos anniversaires de mariage, c'est ici, sur la pelouse arrière, que Richard m'avait patiemment initié au golf, et c'est dans ce lieu que je m'étais senti appartenir à un univers plus vaste. Mais ce soir, cette demeure m'apparaissait comme une forteresse étrangère, comme si j'étais un intrus dépourvu du droit d'y pénétrer. Pourtant, j'ai franchi le seuil. Victoria m'a repéré presque instantanément, comme si, au milieu de la foule, elle n'attendait que mon arrivée. Elle trônait au centre du vaste salon, majestueuse dans une robe de soirée noire qui épousait parfaitement ses courbes, une coupe de champagne à la main, et juste à côté d'elle, tel un chien fidèle et protecteur, se tenait Cédric. Il ne prenait même plus la peine de dissimuler la nature de leur relation, sa main reposant négligemment sur le bas de son dos, leurs épaules s'effleurant, et il était d'une évidence aveuglante pour tous les invités qu'ils formaient un couple. Lorsque le regard de Victoria a croisé le mien, un sourire prédateur a illuminé son visage, celui du chasseur apercevant sa proie et se délectant à l'avance de la mise à mort. Elle a glissé quelques mots à l'oreille de Cédric, qui a acquiescé, puis elle s'est dirigée vers moi, fendant la foule en balançant les hanches et captant irrémédiablement l'attention de tous les hommes présents dans la pièce. « Mes amis » s'est-elle exclamée d'une voix théâtrale, suffisamment forte pour que l'assemblée l'entende, alors qu'elle arrivait à ma hauteur. Permettez-moi de vous présenter mon mari, ou plutôt, mon futur ex-mari. Marc est actuellement, comme on dit joliment, en pleine remise en question professionnelle, il explore de nouvelles opportunités et cherche de nouveaux horizons.
Quelques rires étouffés ont parcouru la pièce, certains invités, gênés, détournant le regard, tandis que d'autres me fixaient avec une pointe de compassion ou une satisfaction malveillante. Victoria, elle, savourait chaque milliseconde de cette représentation, ses yeux pétillants d'une joie cruelle, et j'ai compris sans l'ombre d'un doute qu'elle m'avait invité dans l'unique but de m'offrir en pâture, de m'humilier publiquement pour prouver à la haute société que je n'étais plus rien. En réponse, je lui ai offert mon plus beau sourire, interceptant un serveur de passage pour saisir une coupe de champagne sur son plateau. À la santé de Richard, ai-je lancé en levant mon verre bien haut pour que ma voix porte dans tout le salon. Il me répétait toujours une phrase que j'ai gravée dans ma mémoire, il disait « Ne dévoile jamais tes cartes, tant que la dernière n'a pas été posée sur la table. » Du coin de l'œil, j'ai vu Cédric se raidir brutalement derrière Victoria, une ombre d'inquiétude traversant ses traits, car il connaissait Richard depuis assez longtemps pour savoir que cet homme ne s'embarrassait jamais de paroles creuses. Victoria, en revanche, trop ivre de son propre succès, n'a saisi aucune nuance. Quelle magnifique parole, a-t-elle raillé avec dédain. Papa a toujours eu un faible pour les formules toutes faites, c'est vraiment dommage qu'elle ne t'ait pas été d'un grand secours pour conserver ton poste. J'ai reposé ma coupe sur un guéridon sans même en avoir bu une goutte, et j'ai plongé mon regard profondément dans le sien. On se voit lundi, Vicky. Son sourire moqueur a vacillé, un léger frémissement qui ne m'a pas échappé. Elle ne comprenait pas le sens caché de mes mots, mais l'assurance de ma voix et la froideur de mes yeux l'avaient troublée, et durant une fraction de seconde, le triomphe s'est effacé de ses pupilles, remplacé par un doute naissant. Je me suis détourné, et j'ai marché calmement vers la sortie, sentant le poids des regards de l'assemblée sur mes épaules, sans jamais me retourner. De retour dans mon appartement, je me suis assis dans le noir absolu. À travers la fenêtre ouverte, le vent murmurait dans le feuillage des grands chênes, et les échos lointains d'une musique m'accompagnaient, le monde poursuivant sa course effrénée, royalement indifférent à mon drame intime. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'en ai extrait la seule image que j'avais emportée lors de mon départ, la photo de notre mariage, la dernière relique de mon existence passée. Sur ce cliché, Victoria et moi nous tenions devant l'autel, rayonnant de jeunesse et de bonheur, et elle me couvait d'un regard si intense, comme si je représentais l'univers tout entier à ses yeux. Je scrutais cette image, me perdant dans mes souvenirs, repensant à notre première année de vie commune où nous occupions un minuscule appartement de location à l'autre bout de la ville. Je faisais mes tout premiers pas dans l'entreprise de son père, et mon salaire ne nous permettait pas de rêver de grandeur, mais Victoria ne s'était jamais plainte, me répétant inlassablement que l'argent et les vastes demeures n'avaient aucune importance, et que ma présence lui suffisait amplement. Une soirée de cette époque lointaine m'est revenue en mémoire, un souvenir ancré comme l'un des moments les plus purs de mon existence, où nous préparions le dîner côte à côte dans notre cuisine exiguë. J'avais allumé la radio par hasard, et les notes d'une mélodie langoureuse s'étaient élevées dans la pièce, poussant Victoria à éclater de rire pour m'attirer contre elle dans une danse improvisée, zigzagant entre les casseroles brûlantes. Je m'étais d'abord débattu, prétendant que je ne savais pas danser et que notre repas allait finir carbonisé, mais elle avait insisté avec ce charme irrésistible, et j'avais capitulé. Nous avions virevolté dans ce petit espace, riant aux éclats, et elle avait levé vers moi ses grands yeux bruns où j'y avais lu un amour si profond qu'il m'en avait coupé le souffle. « Je t'aime tellement », avait-elle murmuré, blottissant sa tête contre ma poitrine. « Promets-moi que nous resterons toujours ensemble. »« Je te le promets », avais-je répondu en déposant un baiser sur ses cheveux. « Pour toujours. »« Pour toujours. » Quelle expression vide de sens. Je contemplais notre photo de mariage, m'efforçant de déterminer à quel instant précis la fracture s'était produite, à quel moment la jeune femme insouciante qui dansait avec moi au milieu de la cuisine s'était transformée en cette épouse infidèle orchestrant des réceptions mondaines pour célébrer mon humiliation. Il n'y avait pas eu de rupture soudaine, seulement un lent et très lent glissement, comme deux continents qui s'éloignent d'1 millimètre par an, jusqu'au jour où l'on découvre qu'un océan entier nous sépare. Je m'investissais excessivement dans mon travail, rentrant à des heures indues et sacrifiant nos dîners en tête-à-tête, mon esprit obnubilé par les contrats alors que j'aurais dû me consacrer à elle. Je me persuadais que je bâtissais un socle solide pour notre avenir, mais en vérité, je ne faisais qu'ériger un mur infranchissable qui a fini par nous séparer à tout jamais. Cependant, cette négligence ne saurait justifier ces actes inqualifiables ni ces 11 mois de mensonges éhontés, où chaque matin elle m'assurait de son amour avant de rejoindre le lit d'un autre. Rien ne pouvait justifier la brutalité avec laquelle elle m'avait effacé de son existence, sans me fournir la moindre explication ni m'offrir la chance de réparer mes torts.
d'un geste lent et mesuré, j'ai déchiré la photographie en 2, puis en 4, puis en 8, les morceaux de papier tombant sur le sol comme des feuilles d'automne desséchées, chacun d'eux emportant avec lui une bribe de mon passé. Lorsque l'image de notre bonheur ne fut plus qu'un tas de confettis éparpillés, je me suis levé, et j'ai violemment abattu mon poing sur le bureau. Un seul coup, d'une force inouïe, dans lequel j'ai canalisé toute la souffrance et la rage qui me rongeaient depuis des jours, mes jointures explosant de douleur, mais cette douleur était presque salvatrice, car elle était réelle, physique et palpable. Je suis resté debout, observant ma main qui commençait à rougir et à enfler, percevant les battements frénétiques de mon cœur, et pendant quelques secondes, je me suis forcé à respirer profondément et lentement, m'efforçant de retrouver mon calme et ma lucidité. Je me suis rendu dans la cuisine, j'ai récupéré une poche de glace dans le congélateur et je l'ai appliquée sur ma main meurtrie, restant planté devant la fenêtre obscure en observant les lumières nocturnes de Lyon scintiller au loin. Le contrôle était revenu, la colère bouillonnant toujours en moi, mais désormais glaciale, maîtrisée, et canalisée vers un but précis. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de maître François Chêne, qui a décroché à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive, comme s'il veillait en attendant mon appel. Convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration, ai-je ordonné d'une voix sans appel. Lundi, 9 heures précises. Et je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour une procédure de divorce, ils doivent être finalisés d'ici la fin de la semaine. Ce sera fait, monsieur, a-t-il acquiescé avec le même flegme professionnel. Avez-vous besoin d'autre chose? J'ai baissé les yeux vers les lambeaux de photographies dispersés sur le sol de mon appartement désert. Non, ai-je conclu. Ce sera amplement suffisant. J'ai raccroché, tournant de nouveau mon regard vers la fenêtre. Quelque part là-bas, dans les beaux quartiers des Monts d'Or, Victoria célébrait sa prétendue victoire, ignorant tout de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur elle, sabrant le champagne et échafaudant des projets d'avenir radieux avec Cédric. Qu'elle profite pleinement de cette nuit d'ivresse, car demain la donne allait changer du tout au tout, et elle apprendrait à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer l'homme adoubé par son père, comprenant avec lucidité pourquoi Richard avait placé sa confiance en moi plutôt qu'en sa propre chair. J'ai éteint les lumières et je me suis étendu sur le lit, les yeux rivés sur le plafond noyé dans les ténèbres, ma main pulsant sous l'effet de la douleur, mais cette souffrance était un excellent rappel m'assurant que j'étais bel et bien vivant et que mon cœur n'était pas encore anesthésié. Quelques heures me séparaient encore de ce fameux lundi, quelques heures avant que les pièces de l'échiquier ne reprennent leur place légitime. Je me suis éveillé à 5 heures du matin, bien avant la sonnerie de mon réveil, après un sommeil agité peuplé d'images fragmentées et de souvenirs lancinants s'entrechoquant dans un étrange maelstrom mental. Victoria radieuse dans sa robe de mariée, Victoria se pâmant dans les bras de Cédric, Richard levant son verre de cognac en m'assurant que je saurais quoi faire le moment venu. Plongé dans l'obscurité, j'écoutais la ville s'éveiller lentement, le vrombissement lointain d'une voiture, les aboiements d'un chien, le claquement sourd d'une porte dans l'immeuble. C'était l'aube ordinaire d'un lundi ordinaire pour des millions de personnes, des gens qui allaient se lever, avaler un café à la hâte, se rendre au bureau et maugréer sur la brièveté du week-end, mais pour moi, ce lundi revêtait une importance capitale. Je me suis levé et j'ai filé sous la douche, restant de longues minutes sous le jet brûlant pour laisser l'eau dissiper les brumes du sommeil et apaiser la tension nerveuse accumulée ces derniers jours. Ma main, celle qui avait violemment heurté la table la veille, me faisait toujours souffrir, les jointures étant gonflées et violacées, mais je parvenais à plier les doigts, ce qui écartait l'hypothèse d'une fracture. Je me suis rasé avec une minutie maniaque, j'ai revêtu mon costume le plus élégant, ce modèle bleu nuit que Victoria m'avait autrefois aidé à choisir, et j'ai noué la cravate en soie que Richard m'avait offerte pour mes 35 ans. Face au miroir, je n'ai pas reconnu l'homme qui me dévisageait, ce n'était plus le mari malléable et complaisant toujours prêt à préparer le petit déjeuner et à ramper pour obtenir un pardon, mais un homme au regard impénétrable, aux mâchoires crispées de détermination, l'homme que Richard Laurent avait façonné pour cette bataille. À 8h30 précises, je me tenais devant l'entrée du siège de l'entreprise, tenant fermement ma mallette contenant les documents qui allaient renverser l'ordre établi, le soleil matinal réchauffant mon dos et projetant une ombre démesurée sur les marches menant aux portes vitrées. J'ai pris une profonde inspiration, gonflant mes poumons, et j'ai pénétré dans le hall. L'agent de sécurité à l'accueil m'a dévisagé avec un mélange de surprise et de profonde confusion, ayant manifestement reçu la consigne stricte de m'interdire l'accès aux locaux. Mais la détermination froide dans mon regard l'a fait hésiter, et je suis passé devant lui sans ralentir l'allure, filant tout droit vers les ascenseurs. Monsieur,
a-t-il fini par bredouiller d'une voix mal assurée. La direction m'a informé que vous ne faisiez plus partie du personnel de l'entreprise. Je me suis retourné vers lui, adoptant le même regard condescendant que Richard réservé aux importuns posant des questions stupides. Le service de sécurité est sous les ordres du propriétaire de l'entreprise, ai-je asséné d'une voix calme et tranchante. Dans exactement 30 minutes, tu découvriras l'identité de ton véritable patron. En attendant, je te conseille vivement de ne pas te mêler d'affaires qui te dépassent. Le vigile a ouvert la bouche pour répliquer, mais je m'étais déjà engouffré dans la cabine, les portes se refermant dans un chuintement, et l'ascenseur s'élevant vers le 8e étage, là où se trouvait l'imposante salle du conseil d'administration. Lorsque les portes se sont rouvertes, j'ai retrouvé les couloirs familiers ornés de tableaux de maître et tapissés de moquettes épaisses. Martine, la fidèle secrétaire, était à son poste, et en m'apercevant, ses yeux se sont écarquillés d'effarement, car elle ne s'attendait manifestement pas à me voir débouler ici après les événements retentissants de samedi. Monsieur, a-t-elle commencé, se levant précipitamment de son siège. Vous n'êtes pas autorisé. La réunion du conseil se tient bien dans la grande salle, les jeux interrompus d'un ton bref. Oui, mais... Parfait. Merci, Martine. Je suis passé devant son bureau et me suis dirigé d'un pas ferme vers les doubles portes de la salle de conférence, entendant dans mon dos le frénétique pianotement sur son clavier téléphonique pour appeler la sécurité ou Victoria elle-même, mais cela n'avait plus aucune importance, car j'étais sur place et personne ne m'empêcherait d'entrer. La salle du conseil était un espace majestueux, dominé par une immense table en bois massif autour de laquelle s'alignaient des fauteuils en cuir véritable. Et les portraits des fondateurs ornaient les murs boisés, le plus imposant d'entre eux, celui de Richard Laurent, semblant fixer l'assemblée avec un mélange de sévérité et d'infinie sagesse. Lorsque j'ai franchi le seuil, 6 membres du conseil étaient déjà attablés, de vieux briscards en costume sur mesure qui avaient co-géré la société aux côtés de Richard pendant des décennies. Tandis qu'en bout de table, présidant la séance, siégeait Victoria dans son tailleur noir strict, avec, à ses côtés, l'inévitable Cédric affichant déjà l'assurance béate du maître des lieux. Victoria a levé les yeux à mon entrée, et la surprise sincère qui s'est peinte sur son visage a presque immédiatement laissé place à une vive irritation. Les agents de sécurité auraient dû te stopper à l'accueil, a-t-elle cinglé d'une voix glaciale. Tu n'es plus employé de cette entreprise, et ta présence ici n'est pas souhaitée. J'ai refermé la double porte derrière moi et je me suis dirigé vers le seul siège inoccupé, ignorant superbement sa remarque, tandis que les membres du conseil échangeaient des regards interloqués. Visiblement perdus face à la situation, ne parvenant pas à s'expliquer l'aplomb avec lequel j'investissais les lieux comme si j'y étais parfaitement en droit. Le service de sécurité obéit au propriétaire de la société, ai-je répondu en déverrouillant les loquets de ma mallette pour en sortir la précieuse pochette cartonnée. C'est-à-dire, à moi. Victoria a éclaté d'un rire jaune, dénué de toute gaieté, ne trahissant qu'une profonde colère mêlée d'un soupçon de panique. Tu as complètement perdu la tête, a-t-elle ricané. Je suis l'unique propriétaire de cette entreprise, j'en ai hérité par filiation directe, et je possède tous les documents légaux, tout a été fait dans les règles de l'art. Et toi, tu n'es rien de plus qu'un ancien employé que je viens de congédier, et mon futur ex-mari dont je vais divorcer incessamment sous peu. J'ai étalé le dossier sur la table, l'ouvrant avec une lenteur calculée, découvrant à l'intérieur les actes certifiés que m'avait remis Maître Chêne, les documents que Richard avait patiemment forgés pendant 6 ans en ne laissant absolument rien au hasard. Messieurs, me suis-je adressé aux membres du conseil, ignorant une fois de plus Victoria. Permettez-moi de porter à votre connaissance les actes établissant la véritable structure de propriété de la société Laurent. Maître François Chêne, l'avocat et exécuteur testamentaire de feu Richard Laurent, est présent pour certifier l'authenticité de ces pièces. Comme pour obéir à une mise en scène réglée au millimètre, la porte s'est ouverte sur Maître Chêne, impeccable dans son costume sombre, tenant fermement sa propre mallette. Qui m'a adressé un léger signe de tête et s'est installé à mes côtés, distribuant des copies certifiées conformes aux membres médusés. C'est quoi ce cirque? S'est insurgé Cédric, bondissant de son fauteuil, le ton menaçant. Victoria, appelle la sécurité, fait expulser ces individus à l'instant. Assieds-toi, lui ai-je intimé d'une voix si glaciale qu'elle l'a figé sur place. Assieds-toi, et écoute attentivement, car ce qui va suivre te concerne au premier chef. Cédric a tourné un regard affolé vers Victoria, espérant une intervention musclée de sa part, mais elle restait muette, les yeux rivés sur les documents étalés devant elle,
le visage déformé par une terreur grandissante. D'un ton monocorde et d'une rigueur implacable, Maître Chen a entrepris la lecture des actes, et à chaque syllabe prononcée, le teint de Victoria perdait un peu plus de ses couleurs. L'avocat décortiquait l'ingénierie financière mise en place par Richard, déroulant les chevaux complexes des fonds fiduciaires et des holdings intermédiaires qui garantissaient le transfert de 65% des parts sociales à mon nom exclusif depuis 6 années révolues. La majorité absolue, le pouvoir réel, car désormais, c'était moi qui prenais les décisions, tandis que Victoria ne détenait que 35% des actions, une minorité insuffisante pour valider la moindre orientation stratégique sans mon blanc-seing. L'empire qu'elle croyait sien, et ses rêves de toute puissance, s'évaporaient tel un mirage cruel. C'est purement impossible, a-t-elle balbutié, s'emparant des feuillets d'une main tremblante et les parcourant avec fièvre. Mon père n'aurait jamais pu orchestrer une chose pareille, il m'aimait, il n'aurait jamais légué l'œuvre de sa vie à un parfait étranger. Ton père te cernait bien mieux que tu ne le pensais, ai-je rétorqué, impassible. Son amour pour toi était suffisamment profond pour ne pas l'aveugler sur tes travers, et il s'était préparé au jour inéluctable où tu commettrais la faute de trop. Cédric a de nouveau bondi sur ses pieds, son visage déformé par un masque de fureur et de panique. C'est une escroquerie, a-t-il hurlé, ou presque. Ces documents sont des faux grossiers, j'en mettrai ma main à couper. Nous engagerons les meilleurs experts, nous démontrerons la falsification, et vous finirez tous les deux derrière les barreaux pour fraude caractérisée. Je l'ai jaugé avec le regard imperturbable que j'avais tant observé chez Richard, ce calme souverain face aux aboiements. Cédric, ai-je prononcé très lentement, articulant chaque syllabe avec un soin sadique. Tu es viré. Je t'accorde très exactement 10 minutes pour vider ton bureau et quitter l'enceinte du bâtiment. Si, passé ce délai, tu es toujours dans les murs. Je donne l'ordre à la sécurité de te jeter dehors manu militari, devant l'ensemble du personnel réuni aux fenêtres pour savourer le spectacle. Cédric s'est tourné vers Victoria dans l'espoir désespéré qu'elle prenne sa défense, qu'elle élève la voix ou s'interpose, mais elle demeurait silencieuse, hypnotisée par les documents, les mains parcourues de spasmes incontrôlables. Il a fini par comprendre que la partie était perdue, que ses ambitions démesurées et ses rêves de grandeur venaient de voler en éclats, son visage se crispant de rage. Entr'ouvrant la bouche pour cracher une ultime insulte avant de se raviser, de tourner les talons et de quitter la pièce en claquant la double porte avec une violence inouïe. Son départ a laissé place à un silence de plomb, les membres du conseil restant pétrifiés, s'efforçant d'assimiler le séisme qui venait de se produire sous leurs yeux. Certains m'observaient avec un respect nouveau, d'autres avec méfiance ou perplexité, mais aucun d'entre eux n'a remis en question la validité des actes, et aucun n'a osé prendre la défense de Victoria. Elle a fini par relever la tête, ses yeux brillants de larmes ravalées, mais lorsqu'elle a pris la parole, sa voix résonnait avec une froideur métallique. « Je vais contester cette mascarade », a-t-elle tranché. « Je ferai annuler ces actes, invalider la signature de mon père, et démanteler votre petit montage frauduleux. J'engagerai les avocats les plus féroces de la région. J'irai au tribunal, et je prouverai que tu as abusé de la faiblesse d'un vieillard malade, que tu l'as manipulé pour l'escroquer. Tu n'es qu'un misérable escroc. » Elle s'est levée brusquement, a posé ses mains à plat sur la table, et s'est penchée vers moi, menaçante. Une procédure judiciaire s'étalera sur des années, a-t-elle enchaîné. L'entreprise sera placée sous tutelle, tous les avoirs seront gelés le temps de l'instruction, et tu n'obtiendras pas le moindre centime. Certes, je ne toucherai rien non plus, mais à ce petit jeu, tu seras le grand perdant, car tu as tout à y perdre. Je l'ai écoutée vider son venin sans l'interrompre, car elle s'imaginait avoir trouvé la parade absolue, persuadée que le spectre d'une longue et coûteuse bataille judiciaire m'inciterait à reculer et à chercher un compromis boiteux, ignorant fondamentalement la nature de l'homme qu'elle affrontait. Lorsqu'elle a épuisé ses arguments, j'ai laissé échapper un infime sourire en coin. « Conteste, je t'en prie », ai-je répondu d'une voix atone. « Pardon ?» Elle a scié, totalement déroutée par mon absence de réaction. « Tu as très bien entendu. Conteste, va au tribunal, engage une armée d'avocats, et engloutis des sommes astronomiques que tu n'auras bientôt plus à ta disposition. » Je me suis levé à mon tour, contournant la table pour me planter devant elle, si près que je distinguais la veine palpitant sur sa tempe. « Contrairement à toi, j'ai le luxe du temps, ai-je murmuré, assez bas pour qu'elle soit la seule à m'entendre. Tant que le procès sera en cours, tu ne percevras pas un sou des dividendes de la société, la luxueuse villa de ton père restera sous séquestre jusqu'au jugement final, les comptes bancaires de l'entreprise seront bloqués.
Et ton véhicule de fonction sera saisi. Dis-moi, Victoria, de quoi vas-tu vivre? Tu compteras sur l'argent de Cédric, cet homme que je viens tout juste de mettre à la porte? J'ai observé les nuances de son visage se modifier, l'assurance s'effritant sous les coups du doute, puis le doute cédant la place à une terreur sourde. Après 6 mois d'enfer judiciaire, tu viendras me supplier à genoux d'accepter un accord à l'amiable, ai-je poursuivi. Et ce jour-là, je te proposerai la moitié de ce que je suis disposé à t'offrir aujourd'hui, voire rien du tout, car d'ici là, je n'aurai plus la moindre raison de faire preuve de magnanimité. J'ai reculé d'un pas et j'ai écarté les bras dans un geste faussement accueillant. Ou alors, nous mettons un terme à ce litige dès aujourd'hui, entre personnes civilisées. C'est à toi de choisir. Victoria est restée muette, me fixant avec des yeux où se mêlaient la haine, la peur, et un sentiment nouveau s'apparentant à une révélation, me regardant comme si elle découvrait mon visage pour la première fois, saisissant enfin la vraie nature de l'homme se tenant face à elle. « Que proposes-tu exactement » a-t-elle fini par lâcher, la voix vidée de son arrogance passée. « Nous allons d'abord discuter en tête-à-tête, ai-je ordonné. Tu prendras ta décision ensuite. » Je me suis adressé aux membres du conseil d'administration, figés sur leurs chaises comme des spectateurs tétanisés par le dénouement brutal d'une pièce de théâtre. « Messieurs, je vous remercie infiniment pour votre patience. Nous suspendons la séance pour une petite heure, et Maître Chen se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations techniques concernant les actes et le processus de transfert de la direction. Pour l'heure, si vous le permettez, je dois m'entretenir en privé avec Madame Laurent. » Ils se sont levés et ont déserté la pièce, nous lançant des œillades chargées de curiosité malsaine. Maître Chen s'est attardé près de la porte, m'adressant un regard muet empreint d'une question, je l'ai rassuré d'un hochement de tête, et il s'est retiré à son tour, fermant lui dans un clic feutré. Nous nous retrouvions seuls, Victoria et moi, dans ce vaste bureau où son père avait scellé le sort de tant d'entreprises, et le portrait de Richard semblait nous observer avec une satisfaction silencieuse. « Pourquoi mon père a-t-il fait une chose pareille » a-t-elle murmuré d'une voix si faible et brisée que j'ai éprouvé, l'espace d'un battement de cils, un fugace élan de pitié, mais il s'est dissipé aussi vite qu'il était apparu. « Parce qu'il savait » ai-je répondu sèchement. Qu'est-ce qu'il savait? J'ai extrait une ultime pochette de ma mallette, le dossier accablant, et l'ai déposé devant elle. Lorsqu'elle l'a ouvert, le sang a reflué de ses joues en découvrant les photographies d'elle et Cédric, au restaurant, devant l'hôtel, et dans la voiture, 11 mois de sa vie secrète étalés sur le chêne verni telles des pièces à conviction lors d'un procès retentissant. Il m'a fait espionner, a-t-elle soufflé dans un murmure imperceptible. Il espérait que tu retrouverais la raison par toi-même, l'ai-je corrigé. Il t'a offert maintes et maintes occasions de te repentir, espérant jusqu'au bout que tu prendrais conscience de ton égarement et que tu me reviendrais, mais tu t'es obstiné dans l'erreur. Victoria laissait glisser les clichés entre ses doigts tremblants. 11 mois, Victoria, ai-je martelé, surpris par le flegme troublant de ma propre voix. 11 mois à m'abreuver de mensonges quotidiens, à feindre l'amour lors de chaque baiser, et 11 mois à bâtir ta nouvelle idylle en cachette pendant que je me tuais à la tâche, 16 heures par jour, persuadé de consolider notre foyer. Elle a levé vers moi un visage noyé de larmes, mais la source de ma compassion s'était tarie, car après les crasses qu'elle m'avait infligées, elle n'inspirait plus aucune pitié. Affaissée sur son siège, les épaules lourdement voûtées sous le poids d'un fardeau invisible, elle paraissait soudain rétrécie et prématurément vieillie, son maquillage sophistiqué s'étalant en vilaines zébrures sombres sur ses pommettes. Immobile près de la grande baille vitrée surplombant la ville, j'attendais patiemment qu'elle rompe le silence, car le temps jouait pour moi, les masques étaient tombés, et il ne restait plus qu'à régler les modalités pratiques. « M'as-tu seulement aimé » a-t-elle sangloté, la voix éraillée. « Ne serait-ce qu'une seule fois, m'as-tu vraiment aimé ?» Je me suis tourné vers cette femme qui partageait ma vie depuis cette longues années, cette femme dont je croyais connaître la moindre parcelle de l'âme. « Je t'ai aimé, oui, » ai-je affirmé sans ciller. Et c'est bien là qu'est tout le problème. Elle a enfoui son visage entre ses paumes, secoué de violents sanglots, mais je suis resté de marbre, ancré à ma place, refusant de m'approcher ou d'esquisser le moindre geste de réconfort, car l'époque où je séchais ses larmes était définitivement révolue. « Marc » a-t-elle imploré, levant des yeux larmoyants vers moi. Je suis incapable d'expliquer ce qui m'a pris, Cédric était là tout simplement, il me prêtait une oreille attentive et on passait des heures à discuter. Toi, tu étais perpétuellement
englouti par ton travail, quand je rentrais, la maison était vide, quand j'allais me coucher, tu étais absent, et à mon réveil, ta place dans le lit était irrémédiablement vide et glacée. Elle s'est levée et s'est avancée vers moi, s'arrêtant à courte distance. Je dépérissais de solitude, Marc, j'étais devenue transparente. Tu me regardais comme si j'étais un meuble du salon, tu oubliais les dates de mon anniversaire, nos anniversaires de mariage, et tout ce qui faisait l'essence de notre couple. J'écoutais sans la couper, car elle avait gagné le droit de vider son sac, même si cela ne changeait rien à l'issue fatale. Je sais pertinemment que ça n'excuse rien, a-t-elle poursuivi, la voix chevrotante. Mais j'éprouve le besoin que tu comprennes l'origine du désastre. Je ne suis pas une personne foncièrement mauvaise, Marc, j'étais juste profondément malheureuse. Je l'entends parfaitement, ai-je concédé, et une frêle lueur d'espoir a vacillé dans son regard brouillé. Tu souffrais de solitude, mon dévouement à l'entreprise était excessif, c'est un fait indéniable. J'ai failli à mon rôle de mari, j'ai manqué d'attention en étant vampirisé par mes ambitions professionnelles, j'ai considéré ta présence comme un acquis sans réaliser que tu m'échappais peu à peu. Elle a esquissé un nouveau pas en avant, tendant une main hésitante vers la mienne. Cependant, tu aurais dû avoir le courage de m'en parler ouvertement, ai-je tranché en reculant vivement pour esquiver son contact. Tu aurais dû formuler ton mal-être, exiger plus de présence, me jeter à la figure que notre couple périclitait, tu aurais pu imposer une thérapie de couple. Ou tout bonnement faire tes valises si la situation t'était devenue intolérable. Ça aurait été la voie de l'honnêteté, une voie douloureuse, certes, mais intègre. J'ai ménagé une pause dramatique, soutenant son regard sans ciller. Or, tu as opté pour la voie de la duplicité, 11 mois de mensonges éhontés, où chaque jour, tu me regardais dans les yeux, tu embrassais mes lèvres, tu me jurais ton amour, pour courir ensuite te jeter dans ses bras, préférant la tromperie à la discussion, et la trahison à la franchise. Victoria a vacillé, accusant le choc comme si je l'avais frappé. Et pour couronner le tout, tu m'as évincé comme un malpropre, ai-je fulminé. 4 petits jours après avoir mis ton père en terre, 4 jours, Victoria. Tu n'as même pas eu la décence de patienter une misérable semaine, tu as installé ton amant dans le fauteuil de la direction, et tu m'as fait escorter vers la sortie par la sécurité, comme si j'étais un vulgaire pilleur de caisse. Tu as organisé une sauterie mondaine pour parader et célébrer mon abaissement social, espérant secrètement que je me pointe pour t'admirer t'épanouir sans moi. Elle a ouvert la bouche, tentant de formuler une objection, mais je l'ai fait taire d'un geste autoritaire. Je ne t'ai pas donné la parole, tu tenais absolument à ce que je comprenne tes motivations? Fort bien, c'est désormais à mon tour de parler, et tu vas m'écouter jusqu'à la dernière syllabe. Victoria s'est tue, s'adossant lourdement contre le rebord du grand bureau, cherchant visiblement un appui pour ne pas s'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, a-t-elle bredouillé, la voix éteinte. Quelles sont tes intentions? J'ai contourné la table pour prendre place face à elle, et j'ai sorti un énième document de ma mallette inépuisable. Les papiers du divorce, ai-je annoncé, en faisant glisser le parapheur dans sa direction. Tout y est consigné avec précision, la répartition du patrimoine, la cession des avoirs, et le calendrier des démarches. Mon cabinet d'avocat a finalisé la rédaction ce matin même. Victoria a saisi le dossier, et en a tourné les premières pages, tandis que j'observais l'arc de ses sourcils se froncer à mesure qu'elle découvrait la rudesse des clauses. Selon la législation en vigueur, les biens acquis durant le mariage sont scindés à parts égales, lui ai-je précisé. Néanmoins, la société déroge à cette règle. Les actions ont été transférées à mon nom, une année après nos noces, via une structure fiduciaire élaborée par ton père, et au regard de la loi, elles ne constituent en aucun cas un bien commun. Puisque je n'y ai pas investi le moindre centime de ma poche. Il s'agissait d'une donation exclusive, d'une volonté unilatérale de son créateur. Tu conserves par conséquent tes 35%, stipulés dans le testament officiel, tandis que je garde la haute main sur mes 65%. Ses mains tremblaient follement tandis qu'elle feuilletait le document. La résidence des Mondor te revient de plein droit, ai-je continué, imperturbable. Je n'ai jamais eu d'affinité avec cette bâtisse extravagante qui a toujours reflété tes goûts, pas les miens. Tu conserves également le véhicule que tu as l'habitude de conduire, et j'autorise un virement de 200 000 € sur ton compte personnel. Ce pécule te mettra à l'abri du besoin pendant 1 an, voire 1 an et demi si tu apprends la notion d'économie, une période amplement suffisante pour te trouver un emploi salarié ou tracer de nouvelles perspectives d'avenir.
Et le reste du patrimoine? Le reste m'appartient en totalité, mon appartement en centre-ville acquis avec mes propres fonds antérieurement à notre union, mon portefeuille de placements financiers personnels. Et la parcelle de terrain à la campagne achetée il y a 3 ans, car ces actifs faisaient partie de mon capital propre avant notre mariage, ou ont été financés exclusivement par mes revenus personnels. Victoria a lentement relevé la tête, plantant son regard dans le mien. Tu as tout machiavéliquement calculé, a-t-elle constaté, amère. Chaque centime, chaque titre de propriété, tu as tout anticipé pour que ce jour arrive. J'ai tout organisé il y a 6 ans, les jeux corrigés froidement. Le jour où ton père m'a ouvert les yeux sur ta véritable nature, gardant l'espoir désespéré que ce dispositif de secours ne servirait jamais, et moi aussi, je le souhaitais ardemment, mais nous nous sommes trompés tous les deux. Elle a refermé le dossier avec lassitude et l'a repoussé sur le bureau. L'offre est parfaitement équitable, Victoria, je dirais même qu'elle est d'une grande générosité compte tenu du contexte désastreux, et le premier avocat venu te le confirmera. Libre à toi, évidemment, d'engager une guérilla judiciaire pour tenter de renégocier ces termes. Mais nous savons pertinemment l'un et l'autre quelle en serait l'issue finale, les preuves photographiques, les notes d'hôtel, les témoignages à charge, tout cela sera exposé devant un juge, et tu repartiras avec des miettes bien plus dérisoires que ce que je t'accorde à l'heure actuelle. Elle est restée silencieuse, fixant le parapheur accusateur comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à bondir, et lorsqu'elle a daigné croiser mon regard, j'y ai lu un sentiment inédit chez elle, un désespoir insondable. Marc, a-t-elle supplié en se levant pour s'approcher de moi, s'immobilisant si près que le parfum que je lui avais offert pour le nouvel an m'a effleuré les narines. Je t'en conjure. J'ai pleinement conscience d'avoir commis l'irréparable, d'avoir trahi ton honneur et brisé notre mariage, mais nous pouvons reconstruire quelque chose. Avec l'aide d'un thérapeute, de longues discussions, et du temps. J'obéirai à la moindre de tes volontés, accorde-moi juste une seconde chance. Elle a tendu une main tremblante, la posant à plat sur ma poitrine, à l'endroit précis où battait mon cœur. Je me suis comporté comme une véritable imbécile, a-t-elle pleuré, une imbécile aveuglée par son propre égoïsme, mais je reste ton épouse, Marc. Cette année de vie commune. On ne balaye pas ça d'un revers de main. Nous avons traversé tant de tempêtes ensemble, es-tu sérieusement résolu à anéantir notre couple pour un seul et unique faux pas? Je la contemplais, cette femme qui avait été le centre de mon univers pendant cette longue année, sentant mon cœur se contracter douloureusement dans ma poitrine, car une infime partie de moi. Celle qui chérissait le souvenir de notre danse endiablée dans la cuisine et de son tendre « je t'aime tellement », hurlait intérieurement de lui accorder son pardon. Cette petite voix naïve voulait croire aux secondes chances et à la force de l'amour, mais ma raison, la partie lucide qui avait scruté les preuves photographiques de sa liaison, connaissait l'implacable vérité. Non, ai-je répondu sèchement, et ce petit mot a percuté le sol comme une chape de plomb. Victoria a reculé d'un pas, terrassée, comme si je venais de lui asséner un coup physique. Le fond du problème, ce n'est pas Cédric, ai-je poursuivi froidement. Ce n'est pas une simple question d'infidélité charnelle, car l'erreur est humaine, la faiblesse aussi, et l'adultère peut parfois être pardonné, mais le véritable problème réside dans la méthode. Pendant 11 mois d'affilée. Tu as soutenu mon regard en me mentant de façon éhontée, avec une aisance déconcertante, sans le moindre scrupule, sans jamais t'arrêter. Le matin, tu déposais un baiser sur mes lèvres en me souhaitant une excellente journée, et le soir venu, tu fonçais le rejoindre. J'ai reculé à mon tour, brisant définitivement la promiscuité. J'ai détaillé les expressions de ton visage au moment de me congédier, tu t'en délectais purement et simplement, éprouvant un plaisir malsain à me voir sombrer, à me voir humilié publiquement. Tu as orchestré une sauterie mondaine pour couronner mon éviction, et ton acte ne relève pas de l'égarement, Victoria, c'est un choix parfaitement réfléchi, ton choix. Je me suis dirigé vers la baie vitrée, plongeant mon regard sur la ville en effervescence. Je ne pourrai plus jamais t'accorder la moindre confiance, ai-je déclaré sans même me retourner. Jamais, car chaque fois que tu oseras prononcer un mot d'amour, mon esprit me rappellera que tu murmurais les mêmes phrases dans ses bras. Chaque fois que tu me souriras. Je reverrai ton sourire mesquin lorsque la sécurité m'escortait vers la sortie, et le poison de la suspicion gangrènerait la moindre miette de notre relation. J'ai pivoté sur mes talons pour lui faire face. Et sans confiance absolue, un mariage n'est qu'une coquille vide, il ne reste plus d'amour, plus de projet d'avenir, seulement un abîme de doutes et de rancœurs.
Victoria se tenait au beau milieu de la pièce, le visage ravagé par un torrent de larmes, ne tentant même plus de les essuyer, abandonnant toute pudeur face à sa détresse. Et pour la toute première fois depuis que nos chemins s'étaient croisés, je la voyais totalement brisée et dépouillée de son arrogance. Signe ses formulaires, les jeux enjointent d'un geste sec vers la table. Mon cabinet d'avocat mandatera un coursier pour les récupérer demain matin à la première heure. Plus vite nous serons débarrassés de ces formalités administratives, mieux ce sera pour nous deux. J'ai saisi la poignée de ma mallette, et je me suis engagé vers la sortie, mais alors que j'allais franchir le seuil, sa voix brisée m'a interpellé dans mon dos. Marc. Je me suis immobilisé, le dos tourné. L'homme que j'ai épousé a disparu, a-t-elle glissé, le timbre imprégné d'amertume. Ce Marc-là faisait preuve de bonté, de clémence, il m'aurait pardonné, m'accordant le bénéfice du doute et une seconde chance. Je me suis retourné avec une lenteur calculée, et je l'ai toisé avec dédain. Non, les jeux sèchement contredites. Je suis exactement l'homme sur lequel ton père avait jeté son dévolu, l'homme qu'il avait deviné dès notre première poignée de main. Le problème, vois-tu, c'est que tu n'as jamais daigné me regarder avec suffisamment d'attention. J'ai poussé la porte et j'ai déserté la grande salle, la condamnant à son inexorable solitude. À peine engagé dans le corridor, un bruit sec dans mon dos m'a cloué sur place, le claquement mat d'un stylo percutant le bois massif, suivi du bruissement caractéristique du papier qu'on repousse, et bien que je ne me sois pas retourné, je connaissais la signification de ce son, elle venait de capituler, d'apposer sa signature. J'ai repris ma marche sans accorder le moindre regard en arrière, percevant dans mon sillage le son sourd de son corps s'affaissant sur son siège, un bruit d'une lourdeur effrayante. J'ai arpenté les couloirs, passant devant la secrétaire Martine qui me fixait avec des yeux ronds de stupeur, dépassant des cohortes d'employés s'agglutinant sur le pas d'eux. Leur porte pour scruter les événements, jusqu'à rejoindre Maître Chêne qui m'attendait de pied ferme devant les ascenseurs, le regard chargé d'une interrogation muette. L'affaire est entendue, lui ai-je confirmé d'un ton neutre. Envoyez récupérer le dossier demain matin. L'avocat a acquiescé d'un mouvement de menton, s'effaçant poliment pour me laisser accéder à la cabine, et j'ai franchi les lourdes portes du bâtiment, émergeant dans une rue baignée par les rayons obliques du soleil déclinant. La soirée lyonnaise exhalait une tiédeur agréable, des effluves de jasmin s'échappant d'un square voisin parfumaient l'atmosphère sous une voûte céleste d'une clarté absolue, et lors de ce lundi d'une effarante banalité, la routine reprenait son cours autour de moi. Je me suis immobilisé sur les marches du perron, me retournant pour contempler la façade imposante de l'édifice que j'avais contribué à ériger aux côtés de Richard. 8 étages majestueux de verre et de béton fourmillant de centaines de collaborateurs et brassant des millions d'euros en contrats juteux, un empire qui m'appartenait désormais en totalité. À l'une des fenêtres du dernier étage, j'ai distingué la silhouette de Victoria se tenant face au vitrage, plongeant son regard vers le trottoir pour m'observer, sa paume s'écrasant contre la paroi de verre comme si elle espérait faire voler l'obstacle en éclats pour m'agripper une dernière fois. Elle m'avait repéré, je la savais consciente de mon regard, et nous sommes restés ainsi figés, suspendus dans le temps durant quelques secondes interminables, séparés par 8 étages infranchissables et par cette année d'illusion qui venait de voler en fumée. J'ai fini par détourner les yeux, plongeant la main dans ma poche pour en tirer mon alliance que j'avais ôtée le matin même avant de quitter mon refuge. Je l'ai fait tournoyer machinalement entre mon pouce et mon index, observant les éclats dorés se jouer de la lumière du crépuscule, car une part sombre de moi-même trépignait d'envie de l'expédier valser à l'instant même dans la corbeille la plus proche pour rayer de la carte tout ce qu'elle représentait, mais l'autre facette de mon âme, celle qui chérissait encore le souvenir tendre d'une danse de cuisine et du murmure « je t'aime tellement », n'était pas tout à fait résolue à franchir ce cap, et j'ai glissé l'anneau d'or au fond de ma poche, laissant cette décision pour un autre jour. J'ai pris place dans l'habitacle de ma voiture, mis le contact, et ajusté mon rétroviseur central où la façade de l'entreprise se reflétait distinctement, l'ombre furtive se tenant toujours immobile au dernier étage, suivant mon départ des yeux. Je me suis engagé sur le boulevard, me fondant dans le flux ininterrompu de véhicules fuyant le centre-ville, tandis que le soleil plongeait paresseusement sous la ligne d'horizon. Peignant la voûte céleste de spectaculaires nuances orangées et pourpres, la métropole lyonnaise s'étendant à perte de vue devant moi, gigantesque et souverainement indifférente au drame intime qui venait de se jouer. Le passé était relégué dans mon sillage, cette année de mariage volatilisée, une romance balayée par l'ouragan du mensonge, et une femme qui en avait préféré un autre, tandis que mon avenir s'ouvrait sur une page totalement vierge qu'il me faudrait combler. J'ignorais ce que les lendemains me réservaient, ignorant qui je deviendrais sans sa présence à mes côtés,
libéré des chaînes de notre union et délesté de tout ce qui avait structuré mon quotidien ces dernières années. Mais une intime conviction m'animait, j'avais agi comme il le fallait, honorant la promesse faite à Richard et suivant la voie de la rectitude, car pour le reste, le temps ferait son œuvre. J'ai appuyé sur l'accélérateur, filant droit devant, abandonnant définitivement les fantômes du passé dans mon sillage.